Bienvenue à Global Tax Talks, fiscalité en 60 secondes. Je m'appelle Will Morris et voici quelques points d'attention pour la semaine à venir. Ces derniers jours ont été mouvementés. Il y a un peu plus d'une semaine, président Trump a annoncé des droits de douane de 50% sur l'Europe à compter du 1er juin, provoquant une incertitude sur les marchés et sur la fiscalité concernant l'accord entre les États-Unis et l'UE au titre du pilier 2. Cependant, 2 jours plus tard, ces droits de douane ont été suspendus jusqu'au 9 juillet. De nouvelles négociations commerciales étaient prévues, mais juste avant le tournage, un dernier rebondissement vraiment surprenant a eu lieu. Le tribunal du commerce international des États-Unis a invalidé une grande partie des droits de douane. Pour ce qui est de la fiscalité, les États-Unis et l'UE et l'OCDE continuent de discuter du pilier 2 et compte tenu des questions que j'ai reçues de plusieurs régions dans le monde, je souhaitais aborder rapidement ce que je comprends être les principaux éléments de la demande américaine à ce sujet. Premièrement, et comme évoqué à maintes reprises, les États-Unis ne souhaitent pas que le RPI s'applique aux revenus nationaux américains lorsque les États-Unis sont la société mère. C'est une question simple et il semble largement admis que cela doit changer. Deuxièmement, les États-Unis semblent avoir opté pour la coexistence de l'impôt minimum américain, le GILTI, et du pilier 2. L'argument avancé est que, compte tenu des règles fiscales américaines très détaillées et parfois contraignantes, les entreprises américaines et leurs filiales n'ont pas besoin d'être soumises à 2 régimes. Par conséquent, le RPI ne devrait pas non plus s'appliquer aux filiales étrangères de sociétés mères américaines. Conséquence importante, les groupes américains ne seraient pas soumis aux exigences du Globe Information Reporting, GIR, car ils ne relèveraient alors pas du pilier 2. Cependant, un problème potentiel réside dans le fait que selon la législation de plusieurs pays, il serait difficile d'appliquer cette disposition rétroactivement. Troisièmement, bien que la situation soit un peu moins claire, il est nécessaire de prendre des mesures concernant l'impôt minimum national qualifié, QDMTT. Cela pourrait être lié au fait de permettre au GILTI de primer sur les QDMTT dans certains cas, ce qui réduirait le montant de l'impôt complémentaire dû. Cela pourrait également être lié à la déclaration au titre des QDMTT. Certains pays scandinaves, par exemple, ont annoncé qu'ils exigeraient la déclaration GIR aux fins de la QDMTT. Les États-Unis verraient probablement cela comme une porte dérobée vers une déclaration GIR complète. Ceci étant dit, l'impôt ne fait pas la loi, alors revenons au commerce et à la décision du tribunal de commerce américain, même si elle fera l'objet d'un appel. Comment la situation évolue-t-elle à partir de maintenant? L'UE et le Royaume-Uni se sentent-ils autorisés à moins céder dans les négociations commerciales? Les États-Unis ressentent-ils alors le besoin d'exercer une pression plus forte dans le domaine fiscal? L'UE n'a jamais abrogé sa TVA et il était peu probable que l'UE modifie sa législation numérique. Mais qu'en est-il maintenant des RPI et des DST? Cela rend-il la législation de rétorsion de l'article 899 encore plus probable? Il s'agit d'une situation sans précédent marquée par une incertitude considérable, et n'oubliez pas que les États-Unis disposent d'autres moyens pour imposer d'autres types de droits de douane. Quoi qu'il en soit, nous aborderons ce sujet semaine après semaine pour tenter de vous donner une idée de la direction à suivre. En tout cas, merci de nous avoir rejoints et revenez la semaine prochaine pour rester informés sur l'actualité fiscale mondiale.